Bon. Alors, en deux mots, un petit mot d'introduction quand même, hein. Donc, vous savez que René a accepté de nous parler aujourd'hui des. Attends, il y a quelqu'un dans la salle d'attente, hein, c'est François Andrius. Oui, alors René a accepté de nous parler des élections américaines. Euh, il va, il va le faire avec sa sensibilité depuis les Woodlands. Vous savez que les Woodlands, c'est le quartier chic de Houston, hein. Il va le faire, il va nous donner un éclairage et qui va nous changer de l'éclairage monochromatique que nous avons en France, hein, par la presse et la télé, hein. Donc, après, on a chacun sa vérité. Voilà. Alors, René, je te mets, je, Page 1. je partage l'écran. Oui, il faut partager l'écran. Mais page 1. Est-ce que tu peux mettre la page 1, s'il te plaît, Marc? Voilà, c'est bien. Ok, vous avez la première page. Voilà, les élections américaines. À gauche, tout le monde devrait reconnaître Joe Biden. Joe Biden est un sénateur qui est resté dans la politique pendant 47 ans. Sur la droite, vous avez euh, Donald Trump, qui est un gars des affaires et qui s'est introduit dans la politique uniquement ces 4 dernières années. À côté d'eux, il y a quand même des vice-présidents. Alors, le possible vice-président de M. Biden, c'est Kamala Harris. Je vous en donnerai quelques mots sur cette dame. Et pour le vice-président de M. Trump, il y a M. Pence. M. Pence est intéressant parce que on lui avait demandé qu'est-ce que vous passez en premier dans vos informations politiques. Il a dit je suis d'abord chrétien, ensuite je suis euh, conservateur et finalement je suis républicain. Page 2, s'il te plaît, Marc. Oui, oui, il faut que la technique suive. Ah, Voilà. ok. Alors, voilà ce dont je vais vous parler. Je vais vous donner une idée de la différence entre l'Europe et l'Amérique, ou la ressemblance, et voir les différentes petites difficultés. Deuxièmement, gouvernement fédéral, pour indiquer comment ça marche aux États-Unis. Vous indiquer quelque chose d'intéressant, c'est qu'est-ce que c'est que les États-Unis? C'est une république démocratique, je vous expliquerai ce que c'est. Ensuite, on passera un petit peu à des trucs intéressants, c'est la biographie des candidats aux élections, Donald Trump, Joe Biden. Ensuite, nous passerons aux réalisations de ces candidats, les réalisations de Donald Trump et les réalisations de Joe Biden, au point de vue national, disons, s'ils sont élus. Et ils ont été élus pour certains pour Trump. Ensuite, je vais indiquer ce qu'ils promettent de faire s'ils sont élus. Et ensuite, je dirais surtout ce qui chagrine pas mal d'Américains. Il y a une sorte de marais, de cloaque aux États-Unis. Les informations sont la plupart du temps totalement pourries et fausses. Et les médias, vraiment, ne sont plus des journaux, mais sont des éléments de propagande. Organismes politiques, bon, j'ai travaillé, entre parenthèses, pour petites informations, j'ai fait pas mal de travail de conseil dans la politique, disons, urbaine, dans la politique des États, dans la politique, je suis même allé à Washington DC pendant un certain temps. Donc, je vous donnerai des idées un petit peu de ce qui s'y passe. Et ensuite, évidemment, il y a les individus. Les individus, bon, ce sont des politiciens, on verra un petit peu ce qu'ils font. Ensuite, on regardera comment se passent les élections aux États-Unis, les procédures, la certification, etc. Et où on en est aujourd'hui. Tu peux passer à la page 3, s'il te plaît. Alors, similitudes Europe et Amérique. Ah bon, vous êtes au courant, l'Europe, c'est l'union de 27 pays européens différents. Chaque pays européen a son législatif, son exécutif, son judiciaire, spécifique à ce pays. L'Amérique, c'est un petit peu pareil. Il y a 50 États, mais ils sont différents. Chaque État américain a son législatif, exécutif, judiciaire, spécifique à cet État. Alors, le Conseil de l'Europe peut proposer et imposer des lois communes à chaque pays membre. Alors, je sais que parfois, ça rend pas les pays très heureux, il n'y a pas question, on n'est pas d'accord, mais enfin,
il y a certaines lois qui passent, d'autres qui ne passent pas. Le gouvernement fédéral américain peut aussi proposer des lois communes à chaque État membre. Mais le Conseil européen ne peut pas s'immiscer dans le détail de chaque pays membre. Par exemple, s'il y a quelque chose qui va mal en France, on va dire ben, c'est la faute du président de la France. On ne va pas dire c'est le président du Conseil européen. De façon identique, en Amérique, le gouvernement fédéral ne peut pas s'immiscer automatiquement dans le détail des opérations de chaque État membre. Alors là, c'est intéressant parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais disons, dernièrement, il y a eu des échauffourées abominables, des maisons mises en flammes, des, des, vraiment, c'est une pagaille monstre dans certains pays, comme dans certaines villes, comme dans Portland, Seattle, Minneapolis. Et alors on a dit, oh, mais c'est la faute de Trump, il n'est pas capable de rétablir l'ordre. Et non, c'est pas la faute de Trump, c'est pas la faute du gouvernement fédéral, c'est la faute du gouverneur de l'État. Or, c'est avéré que Minneapolis, Seattle, Portland, les gouverneurs de l'État sont de formation démocrate. C'est pas une critique, c'est uniquement une examination. Ok. S'il te plaît, le suivant. Gouvernement fédéral. Bon, il y a aux États-Unis une constitution. C'est pas comme en France. Si on change de constitution, si on change de chemise, il y a une constitution des États-Unis qui a été établie en 1788. Elle est considérée comme immuable. C'est-à-dire qu'elle ne peut être changée que par amendement. Mais alors ces amendements sont difficiles à passer. Il faut les 2 tiers du Congrès américain, il faut les 2 tiers du Sénat, et ensuite ça passe dans chaque État, et chaque État doit avoir 2 tiers d'être d'accord. Donc il n'y a pas tellement d'amendements. Pas tellement, il y en a quand même 27. Hein. Les articles de la Constitution formalisent l'organisation en pouvoir législatif, qui est dévolu à un Congrès. Les représentants de la Chambre des représentants, donc, sont élus pour 2 ans par suffrage universel. Et ensuite, il y a un Sénat, il y a 2 sénateurs par État, et c'est élu aussi par suffrage universel, mais ils y sont pour 6 ans. Donc, ils ont quand même une influence primordiale, les sénateurs. Pouvoir exécutif est dévolu à un président. Il est élu donc au suffrage universel, mais il y a de grands électeurs. Alors, je vous expliquerai carrément pourquoi. Alors, il est élu tous les 4 ans. Les élections par suffrage renouvelables consécutivement seulement une fois. C'est-à-dire que Trump pourrait être élu une 2e fois, mais impossible qu'il soit élu une 3e fois, si ce n'est quelques années plus tard, lorsqu'il a été remplacé par d'autres présidents et autres, où il pourrait se représenter. Pouvoir judiciaire dévolu à des cours fédérales et une cour suprême. C'est très important, de parenthèse, la Cour suprême, elles ont vraiment un impact incroyable sur la vie du pays. Les membres de la Cour suprême sont proposés par le président, ils sont acceptés par le comité judiciaire du Sénat, puis ils sont élus à vie par le Sénat. Alors normalement, les cours et les juges des cours fédérales et des cours suprêmes doivent uniquement regarder la Constitution américaine et dire oui, ces lois sont valables, elles sont en ligne avec la Constitution. Malheureusement, il y a certains juges qui décident de légiférer alors que ce n'est pas leur responsabilité. Il y a donc 27 amendements. Qu'est-ce que c'est qu'une république démocratique? Souvent, il y a les gens qui disent « Ah oui, on est une démocratie ». Mais qu'est-ce que c'est une démocratie? Dans les démocraties, les lois sont faites directement par la majorité des électeurs et ça peut donner une puissance illimitée sur une minorité non protégée. Je prends un exemple, la Californie, il y a énormément de gens en Californie, il y a énormément de gens sur la côte de New York, et si on regardait uniquement le nombre de personnes, il pourrait imposer aux États du centre des États-Unis, qui sont des États avec une population bien moindre, des lois qui ne sont pas tellement acceptables pour eux. Donc, dans une république, les lois sont faites par des représentants choisis par le peuple, suivant une constitution qui protège le droit inaliénable
des minorités vis-à-vis des volontés de la majorité. Alors là, c'est très discuté à présent. Oui, il n'est pas question. On arrive à un maximum de voix. Voilà, l'élection devait être donnée à ceux qui ont le maximum de voix de tous les participants. Ils disent non, pas question. Il faut vraiment une sorte d'épuration et il faut qu'il y ait un nombre suffisant de grands électeurs qui, eux, prennent la décision finale. Donc on peut dire que les États-Unis sont basiquement une république et souvent ils sont décrits comme une démocratie représentative. Ok. Ok, biographie de Donald Trump. Quand elle est née à New York, son père était un promoteur immobilier. Alors, j'ai fait pas mal de travail à New York, de parenthèse. Les New-Yorkais sont des gars qui sont un petit peu spéciaux. C'est des gars un petit peu brutaux, qui ne marchent pas leurs mots, qui vous rentrent en laissement sans hésiter. Mais c'est la façon dont ils vivent. Au point de vue éducation, à 13 ans, il a été envoyé à une académie militaire de New York. C'est assez courant, entre parenthèses. J'ai eu un de mes fils qui est allé à une académie militaire. Cette académie militaire, entre parenthèses, est reconnu comme bon élève et reconnu comme étant bon chef. Ensuite, il est allé à l'université de Pennsylvanie, Wharton School of Finance, qui est une branche très reconnue, et il a obtenu un diplôme d'économiste. Comme carrière, promoteur immobilier, il a des tours Trump à New York, Mumbai, Istanbul, Philippines. Il a des terrains de golf, et des hôtels, des casinos. C'est un développeur d'affaires de divertissement, puisqu'on l'a vu à la télé aussi. Il a même écrit des bouquins, et il a une ligne de marchandises à son nom. Sa vie familiale est assez mouvementée. Il est à son troisième mariage. Il s'est marié d'abord avec un mannequin de mode, puis avec une actrice, et maintenant un autre mannequin de mode. Religion, c'est intéressant. Religion protestante presbytérienne. Je ne sais pas s'il y a de courant, puisque en français, on est principalement catholique. Moi, je suis protestant, mais disons que la protestantine presbytérienne, ça vient de John Knox. John Knox était un ami de Jean Calvin et de Luther, et c'était un gars qui était dans le nord de l'Angleterre, et il a lancé ce protestantisme presbytérien qui du reste existe ici aux États-Unis, et je suis membre, entre parenthèses, de cette protestantisme presbytérien, qui est tout à fait luthérien, c'est-à-dire il y a les cinq sur la scriptura, sur la file, sur la gratia, sur la Deo, etc. Bon, passons. Deuxièmement, voyons un petit peu maintenant, on parlera de Donald Trump dans quelques minutes, pourquoi il est aimé, pas aimé, ok? Passons dans la biographie de Joe Biden. Il est né en Pennsylvanie, de père nettoyeur de four, puis vendeur de voitures d'occasion. Je me rappelle toujours une remarque de ma chère tante, qui entre parenthèses faisait partie de Underground durant la Résistance, et qui me disait, tu sais, mon neveu, il n'y a pas de métier qui soit idiot, il n'y a que des gens qui sont idiots. Donc, ce n'est pas être idiot d'être nettoyeur de four, loin de là. Ok, éducation, son éducation tout à fait catholique à l'école Sainte-Hélène et l'université de Syracuse. Il est allé à la faculté de droit, il était diplômé avocat. Alors, je répète ce qu'il a dit, hein. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est lui qui l'a dit. Il a dit, moi j'aimais bien le football, les filles et les parties. Donc, bah, à cet âge-là, c'est un peu normal. Okay. Carrière. Revenant entre parenthèses à Trump, je ne l'ai pas mentionné, mais Trump plutôt est un peu le gars sévère, c'est-à-dire qu'il ne boit pas, il ne joue pas, etc. Pas question de lui donner lui donner un grand pot de vin, parce qu'il n'aime pas ça. Ok, pour Joe Trump, il a actuellement 47 ans de carrière politique, comme sénateur, 40 ans comme sénateur démocrate du Delaware. Il était considéré comme expert en politique étrangère. Et on verra, dans quelques moments, j'expliquerai qu'il était chef
du comité de politique étrangère au Sénat. Il a été au chef du comité judiciaire, puis c'est un avocat. Bon, ben, disons que il a été exclu pendant temporairement en 87 pour un plagiat du discours. Ça arrive peut-être à certaines personnes, disons, qui peuvent regarder d'autres gens, d'autres discours de personnes et qui les copient plus ou moins, quoi. Alors c'est ce qui s'est passé. Alors les démocrates l'ont foutu à la porte, mais ils l'ont remis par la suite. Mais ça arrive à tout le monde. Famille. Lui, il a uniquement seulement 2 mariages et malheureusement, il n'a pas eu de veine. Sa première épouse et ses 13 enfants sont morts par accident. Et ceux qui ne sont pas morts, il avait un fils qui n'est pas mort par accident, mais qui réellement est mort vraiment de maladie. Donc il a eu une vie qui est assez très tourmentée. Religion catholique, très très catholique, très pratiquant, c'est-à-dire que pendant le dépouillement des élections dernièrement, il était à l'église à prier. Position financière, c'est difficile à dire. Disons que c'est évalué à 9 millions de dollars, qui n'est pas négligeable. Okay. Passons à la vie suivante. Regardons un petit peu, je crois, ce qui est nécessaire, c'est de voir pourquoi aux États-Unis, il y a énormément de gens qui ne peuvent pas sentir Trump. Je sais que ça paraît dans tous les journaux américains, la télé américaine, les journaux européens, sans doute. Alors voilà, exactement, j'ai une liste de raisons pour lesquelles on ne l'aime pas. Okay. Elle a dit, il veut faire l'Amérique grande à nouveau. Alors on dit, oui, l'Amérique à nouveau, c'est tout à fait nationaliste, ça ressemble un petit peu à Hitler, il voulait faire l'Allemagne aussi dominatrice, ça sent pas bon, pas du tout. Donc, ça va être sûrement un homophobe ou un xénophobe. Et ensuite, là, on a dit, ah oui, mais c'est un petit comique, c'est un gars qui était à la télévision. Pendant un certain temps, il était à la télévision, et c'était un homme d'affaires qui embauchait de jeunes pour les lancer dans les affaires. S'ils se débrouillaient bien, il les gardait dans ses organisations. S'ils se débrouillaient mal, il les foutait à la porte. Et alors, il est connu comme étant You're fired. Vous êtes à la porte. Alors, évidemment, les gens qui ne sont pas tellement fortunés disent, oh, c'est un billionnaire. Et comment fait-on fortune? On fait une fortune en traitant la vache, c'est-à-dire en utilisant l'argent des autres. Ensuite, les politiciens, au contraire, disent, ah oui, mais lui, c'est pas un politicien, il connaît rien à la politique, il ne sait pas du tout ce qui se passe à Washington DC. C'est un idiot fini, complètement un crétin. C'est définitivement un homme d'affaires, ce n'est pas un politicien. Ensuite, il y en a d'autres qui disent, oh, mais on ne peut pas le sentir parce qu'il déteste le média. Le média, c'est-à-dire l'information. Alors, je suppose que si vous êtes une personne et tous les jours, sans arrêt, chaque minute, chaque seconde de la journée, vous recevez des injures du média, des informations qui sont fausses, est-ce que vos réactions ne seraient pas de leur répondre de façon tout à fait violente? Je crois que vous le feriez. Moi, je le ferais. Alors, c'est pour ça qu'on dit, il est impoli, il est méchant. Il est impoli, il est méchant, il se défend. Si vous saviez la pression énorme où on l'a subi pendant 4 ans, c'est incroyable. Mais enfin, je vous dirais. Ensuite, on dit, il n'est pas politiquement correct. Ah ben, j'ai travaillé un petit peu dans pas mal d'organisations politiques des États-Unis, comme conseiller de gouverneur, conseiller de Washington DC, et j'ai vu que les politiciens, pour la plupart, sont vendus, il faut le savoir, ils sont vendus. Même moi-même, qui n'étais que conseiller, on est venu me voir, fermer la porte de mon bureau, on m'a dit, Monsieur Chappelle, ne donnez pas ce conseil au gouverneur pour avoir cette loi. Est-ce que 100 000 dollars, ça vous irait? Alors, je dis, vous prenez pour qui, quoi? Mais pas question, vous me donnerez 1 million de dollars, ça m'intéresserait pas. Bon, passons. Donc, on a dit qu'il était raciste. Bon, je sais qu'il est de formation presbytérienne. Alors, moi, j'ai été de formation, disons, huguenote, française, de la même. Alors, c'était pas de carte à la maison, pas de boisson dure,
etc., très demandant vis-à-vis d'être conciliateur avec tous. Donc, on a dit qu'il était contre les musulmans, il était contre les pédales, contre les transgendres. Donc, c'est pas acceptable du tout. Ensuite, on a dit, évidemment, comme il s'occupait pendant un certain temps dans son émission de télévision, c'était de trouver la plus belle femme du monde. Donc, on a dit, oh ben, il ne traite pas les femmes correctement. Et notamment, il avait traité de Hillary Clinton d'une femme méchante. Bon, j'ai un bouquin sur Hillary Clinton, c'est à lire, c'est très intéressant, et on se rend compte que peut-être il avait raison. Je dirais même pas peut-être, il avait sûrement raison. Alors je sais que Hillary Clinton essayait d'être élue comme présidente en 2016, et elle a perdu juste de justesse. Et alors elle n'a jamais digéré ça, et pendant 4 ans, elle a gardé une rancune incroyable contre Trump. Mais vraiment incroyable, et je vous donnerai les détails. On dit, oh mais il est contre les frontières ouvertes. Or, les États-Unis ont eu toujours des frontières ouvertes. Je ne vois pas pourquoi ils veulent mettre des murs à droite à gauche. Vraiment, c'est complètement idiot. C'est totalement contre l'esprit américain. On dit, en plus de ça, il est nationaliste et non globaliste. Alors, je crois que vous avez le même problème en France, puisque vous voyez un petit peu ce qui se passe du côté globaliste, les invasions des pays européens par tout le monde, quoi. Ensuite, on dit il n'a pas signé l'accord de Paris. Ah, dis donc, incroyable, l'accord de Paris, ça devrait nous protéger contre le dérangement climatique. Ensuite, on dit qu'aussi, il est plus occupé par les ruraux que par les gens des villes. Euh, Ensuite, il ne pense pas que la Russie soit une menace. Alors, on dit, ah, il ne pense pas que c'est une menace, donc il doit être accoquiné avec la Russie. Sans nul doute, c'est un espion russe. Et alors, pendant 4 ans, il a été soumis à 4 investigations pour montrer qu'il n'était pas un espion russe. Et finalement, ça a été établi qu'il n'est pas du tout. Entre parenthèses, c'était Madame Clinton qui avait décidé de trouver un euh, espion anglais qui avait été russe, qui disait que Trump avait fait des choses incroyables en Russie, que c'était. Et on a utilisé cette information qu'on a donnée sans conseil aux juges qui ont dit on va vérifier ce qui se passe, on va regarder ce qui se passe dans la vie de Trump. Bon, ensuite, il est pro-capitaliste. Ah, pro-capitaliste. Alors bon, ben, il y a pas mal d'Américains qui disent c'est bien, mais d'un autre côté, ben, c'est pas tellement bien. On verra que de notre côté, Biden, lui aussi, a écrit des lois qui favorisaient, par exemple, les sociétés comme Visa et les autres sociétés de prêt. Donc, il est aussi capitaliste. Un des problèmes, il est d'accord, les armements des individus américains. Vous m'avez posé une question une fois, est-ce que vous êtes armé, René, à la maison? Alors je dis, pas question, je vous ai dit, je suis d'une profession protestante, disons, très sévère, pas question d'avoir des armes à la maison. Alors, lui, il accepte que les Américains soient armés, et d'un autre côté, c'est pas tellement mal. On dit, mais pourquoi? Que je vous dise une chose, j'avais des parents qui habitaient pas loin de Nîmes, dans une ville qui s'appelle Les Guignans, et ils étaient des chasseurs vraiment émérites, sensationnels. Et lorsqu'on était envahi par les nazis, la première chose à faire, c'était de donner ses armes. Alors lui, il les a enterrés. Il les a enterrés avec pas mal d'huile et de graisse, de façon à pouvoir les sortir au moment de la libération et aider à la libération de son village. Donc, avoir des armes pour les individus, c'est quand même une protection contre une autorité qui les étoufferait. Alors, je ne suis pas tellement contre, mais je n'en ai pas à la maison, désolé. Euh, alors, j'ai dit qu'il avait une bataille incessante avec les médias. Il aimerait. Il a supprimé certains euh, services gouvernementaux. Il a été assez violent en ce cas. J'ai dans la famille, entre parenthèses, une personne qui est d'avoir dans les 75 ans ou pratiquement 80 ans bien sonné,
qui travaille avec une organisation fédérale et on a voulu le mettre à la porte pas mal de fois parce qu'il est trop âgé et il fait pratiquement rien. Il reste sur la touche, il touche un salaire incroyable, mais impossible de le mettre à la porte. Et alors, il y a pas mal d'organisations comme ça, de politiciens, enfin de technocrates qui sont ancrés et qu'on ne peut pas se débarrasser, qui sont incapables. Il s'est avéré que Trump en a mis certains à la porte. On verra ultérieurement que lorsque je regarde un petit peu ce que disent les réalisations nationales de Trump, en 4 ans donc, alors qu'il était soumis à une pression incroyable du média, il faut la voir, incroyable. Alors, l'embêtant, c'est que ces faussetés apparaissaient dans les publications américaines, évidemment, dans les publications européennes. Alors, on disait que Trump était un idiot. Il est tellement idiot il a produit une croissance record au point de vue emploi. Il a augmenté les salaires. En politique étrangère, je sais que les Européens n'ont pas trop aimé parce que est-ce que on veut bien vous aider à l'OTAN, mais il faut que vous payiez nous, on veut bien vous épauler, mais il faudrait quand même que vous fassiez un petit effort financier parce qu'on ne veut pas être la police de l'Europe. Au point de vue pacification, il a fait des choses incroyables, mais qui ne sont pas apparues dans le média. Que je vous tienne au courant. Il a été élu 4 fois pour le Nobel Prize de pacification. Il a, il a établi une relation qui s'appelle, j'essaie de trouver le nom exact, le traité Abraham de pacification entre les pays musulmans, de UAE, United Arab Emirates, Abu Dhabi, Dubaï et dernièrement Soudan, ont décidé qu'Israël, ce n'était pas leur ennemi, il fallait coopérer et ça minimiserait les guerres entre eux. À mon avis, c'est une action qui est incroyable, puisqu'il y a des dizaines d'années qu'on essaie de pacifier le coin sans aucun. Je ne trouve pas mes mots des fois. Que je vous dise tout de suite que je prends un médicament, je l'ai indiqué déjà, qui me dit manque de mémoire et confusion. Alors, si j'ai un manque de mémoire ou confusion, pardonnez-moi. Ok, régulation. Oui, j'ai indiqué suppression des règles étouffantes d'économie. J'ai été soumis, j'étais patron d'usine dans un temps, il y avait des règles qui étaient complètement cucules, mais enfin, passons. Il y en a pas mal qui ont été éliminées. Ça a permis à l'économie de prendre l'air et de se développer. Loi et justice, il s'est rendu compte que les présidents préalables avaient nominé des juges fédéraux et des juges suprêmes qui étaient tout à fait dans l'essence, disons, de leur. Alors, certains juges disaient, prenaient des décisions législatives qui n'étaient pas nécessairement nécessaires. Au point de vue immigration, il y avait des lois d'immigration, mais elles n'étaient pas appliquées. C'était des lois d'immigration qui avaient été publiées par Obama, mais vraiment, on les laissait sous la porte. Alors, il les a appliquées, alors ça a mené pas mal de. On a dit, mais c'est incroyable, regardez, Trump, il met tous ces immigrants en cage. Mais c'est avéré que c'était une loi de Obama de mettre les gens en cage, de toute façon. Sécurité nationale et défense, bon, il s'est rendu compte, je sais qu'en France, il y a pas mal de gens qui ont dit que, j'ai des amis qui sont en France et qui me disent, vous savez, on va dans des pays étrangers, on est armé, mais on n'a pas les munitions, on n'a rien, on est vraiment tout à fait vétuste. C'était pareil, la défense américaine n'était pas considérée comme nécessaire et il est en train de la rénover. Il a été capable de détruire ISIS, c'était pas mal. Terre et agriculture, donc il est très, très orienté vers les ruraux. Énergie, environnement. Ah, énergie, environnement. Il facilite la production d'énergie et la vente d'énergie. Alors, je suis sûr qu'en France, il y a eu de gros problèmes de fracking. Je sais qu'étant des Cévennes, ma famille est dans des Cévennes, pas question d'avoir du fracking vers les Cévennes, etc. Bon, lui, il a plus ou moins dit, bon, ben,
les gens locaux ont l'air d'apprécier ça, pourquoi pas, dont le fracking a été augmenté, et on s'est avéré que les États-Unis, au lieu de dépendre de pays étrangers pour leurs sources énergétiques, peuvent produire suffisamment et même vendre à l'étranger. Alors évidemment, il y a des problèmes énormes, disons pas question de s'implanter dans l'Alaska, ce sont des endroits magnifiques, si on commence à forer dans ces endroits-là, ça va tout détruire, de même sur les côtes de l'Est, notamment devant les endroits qui sont très prisés par les touristes. Responsabilité gouvernementale. Il s'est rendu compte très rapidement, en entrant au gouvernement, qu'il y avait pas mal de gars pourris. Il a dit, écoute, il faut à tout prix une transparence et une étude en gouvernement, savoir tout ce qui se passe au gouvernement. Politique de santé, ça c'est un problème très aigu. Aux États-Unis, les coûts médicaux sont importants. Ce qui est bizarre, si vous achetez un médicament ici aux États-Unis, ça coûte un certain prix. Si vous l'achetez au Canada ou en Europe, ça coûte au moins moitié prix. Je prends un exemple, j'ai un produit que j'achète, c'est des petites pilules qui ressemblent à peine des têtes d'épingle. J'en ai 30 dans ma petite capsule et ça me coûte pratiquement rien parce que je suis sous une assurance. Mais si je l'achetais sur le marché, ça me coûterait 496 $. Il m'en faudrait 2 fois par semaine, par mois, pardon, c'est-à-dire dans les 900 $ par mois uniquement pour. Mais si je vais au Canada, ça me coûterait bien moindre. Donc on s'est rendu compte de ces problèmes. Il a dit il faut à tout prix que les coûts médicaux soient minimisés. Il y a des gens qui en profitent. Et il a dit le meilleur moyen, c'est de favoriser la concurrence. Alors que les démocrates ont dit mais leur moyen, non, c'est de nationaliser la santé. Donc les deux s'opposent. On peut être content d'un côté et de l'autre. Je ne sais pas si du côté français vous êtes content au point de vue médical. Du côté américain, disons, ça cause quand même pas mal de problèmes. La concurrence n'est pas ouverte à tous. Mais elle n'est pas ouverte à tous parce que certains gouverneurs d'État disent ah non, on veut pas ci, on veut pas ça. Donc ils s'opposent vraiment à une concurrence globale. Infrastructure et technologie, ils veulent aider beaucoup aux communautés rurales. Ils se sont rendus compte que l'infrastructure des États-Unis commence à pourrir un petit peu et il faudrait mettre l'argent. Alors, il a essayé d'obtenir des moyens pécuniaires. Mais alors que je vous dis une chose, c'est que l'argent ne lui venait que via le Congrès des représentants. Or, le Congrès des représentants, à présent, est sous l'égide des démocrates. Et alors, s'ils veulent, ils peuvent tourner le robinet et dire pas question d'avoir d'argent. Alors on lui dit, ah mais Monsieur Trump, vous n'avez rien fait au point de vue infrastructure, c'est incroyable. Mais il ne peut pas dire, oui, mais j'ai essayé de demander mes capitaux, mais on ne veut pas me les donner. Programmes sociaux, c'est un programme social. C'est un protecteur de la vie contre la drogue et l'avortement. Alors, bon, contre la drogue, je crois que la plupart des gens seraient d'accord. Pour les avortements, il y a énormément de problèmes. Mais que je vous dise quelque chose qui sont épouvantables, incroyables. Un gouverneur d'État, je ne dirai pas son nom, un gouverneur d'État a dit, et je l'ai vu en télévision même, en disant, mais l'avortement, c'est tout à fait acceptable, notamment même quand le bébé est né, si la mère ne veut pas son bébé, on s'en débarrasse. C'est vrai, je l'ai vu, de sa propre voix. Donc, Donald Trump totalement contre. Éducation, l'éducation. L'éducation. L'éducation, ça a été pris par un cheval de Troie. Il y a une organisation, j'en parlais ultérieurement, où les écoliers ne peuvent suivre que certains cours qui leur sont imposés et parfois vont à l'encontre de la voix des parents. Notamment, vous ne pouvez pas choisir son école. Vous êtes dans un coin donné, vous devez aller à l'école du coin, pas question. Alors, pour pas mal de Noirs, c'est difficile, parce que l'école du coin, c'est une école qui est vraiment minable. Elles aimeraient pouvoir choisir. Alors, tout à fait pour permettre le choix d'école à tout le monde. Pour les anciens combattants,
Bon, il a regardé ce qui se passait. Il y a pas mal d'organisations pour les anciens combattants, notamment des hôpitaux, et s'est rendu compte que les gestionnaires qui étaient implantés là étaient plus ou moins minables. Et il a licencié 500. Alors il n'hésite pas, hein. Quand le gars ne fait pas son travail, on le fout à la porte. Alors c'est pas du style c'est le style qu'ils ont à faire et pas le style politique. C'est un petit peu maintenant la réalisation de Joe Biden. Ma grippe prend le dessus. Bon, pendant 40 ans, il était sénateur, il s'est bien débrouillé, donc il a été membre du comité des relations internationales, même disons directeur du membre des relations internationales, et membre et même directeur du comité du judiciaire. Au point de vue des relations internationales, bon, il y a eu pas mal de conflits, il y a eu des guerres en Irak, etc., etc. Je ne rentrerai pas dans les détails. Il y a certains politiciens qui sont dans les affaires étrangères, qui disent toutes les décisions qu'il a prises en politique étrangère, des décisions minables. Même pas question. Disons, il a essayé de faire du meilleur. Du côté judiciaire, évidemment, il a essayé de garder la tendance démocrate, c'est-à-dire qu'il y avait un juge, Bork, qui était réputé au point de vue juge, mais il était de tendance trop conservateur, et il a été vraiment d'une façon incroyable, vorace, pour se débarrasser de Bork. C'est même devenu un nom américain quand quelqu'un se fait Bork, c'est-à-dire on a donné un coup de pied au cul, quoi, en passant poliment, quoi. Et il a confirmé Ginsburg. Ginsburg était une dame, un juge, très bien, il reste beaucoup de... Mais enfin, disons, elle a essayé de créer certaines législations, alors qu'au niveau judiciaire, on ne doit pas créer des législations, mais on doit suivre la Constitution. Il adore le changement climatique de Joe Biden. Il a parrainé l'acte de changement climatique et il a voté sur le contrôle des gaz à effet de serre. Donc, je ne suis pas contre les gaz d'effet de serre. Définitivement, il y a des choses à faire. Mais il a fait pas mal de choses intéressantes pour la protection des femmes, contre la violence, pour la protection des enfants. Le projet sur la criminalité, a priori, on dirait c'est bien, c'est une idée géniale. C'est un petit peu de renforcer les gens qui n'obéissent pas suivant la loi doivent aller automatiquement en prison. Il s'est avéré qu'un gars dont on voit pour la troisième fois qu'il transporte de la Marizane est emprisonné pour la vie. Pour la vie. Alors il y a eu ça a été vraiment, ce qui fait qu'il y a pas mal de Noirs qui ont été en prison pour la vie. Il y en a certains qui ont été libérés dernièrement. C'est pas normal, il faut qu'on vérifie ces lois de la criminalité, c'est pas correct. Comme vice-président, il a évidemment aidé Obama dans des idées qui étaient intéressantes, les allègements fiscaux, le contrôle du budget, l'allègement pour les contribuables. Obama a lancé une organisation nationale de la santé. C'était une idée qui est intéressante. D'un côté, c'est un petit peu ce qui se passe en France pour la sécurité sociale, disons la couverture médicale. Malheureusement, c'était un système extrêmement complexe. Je suis allé à des conférences pour voir comment ça allait marcher. Il fallait voir, c'était un imbroglio incroyable, avec des possibilités en fin de vie pour un système politique de dire, bon, ben, ne donnons pas ces médicaments à cette personne, de toute façon, elle est foutue. De toute façon. Et ensuite, il y avait des gens qui ne voulaient pas prendre de sécurité de santé et qui ne voulaient pas payer. Alors, on a imposé en disant, il faut à tout prix que vous payiez pour être couvert pour la santé. Il y en a certains qui n'ont pas pu. Ensuite, Biden a lancé le Cancer Moonshot, qui est un projet pour éliminer le cancer. Donc, d'un côté, il a fait pas mal de choses intéressantes. Mais il a fait ça pendant 47 ans, ok? Et alors, ça a pris pas mal de temps. Suivant, s'il te plaît. Et vraiment ton objectif. Agenda de Donald Trump, s'il était élu,
Il voudrait continuer de diminuer les impôts. Il voudrait donner des crédits d'impôt si vous fabriquez aux États-Unis. Évidemment, il faut se débarrasser du Covid-19, qu'il appelle parfois euh, euh, c'est China comme le CCP, Communication. Community Party Virus. Il veut mettre fin à la dépendance chinoise. Il s'est avéré que pas mal de drogues médicales étaient fabriquées en Chine et qu'il faut ramener des fabrications aux États-Unis. Je crois que c'est pareil pour la France. Vous avez été coincé par certaines productions internationales qui ont bloqué la délivrance de produits médicaux. Politique de santé. Réduire le prix des médicaments. Ah, 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 ah. J'en sais un petit peu quelque chose puisque mon épouse a travaillé dans des sociétés, disons, de médicaments. Euh, Quand il a dit qu'il fallait réduire le prix des médicaments, il a un tollé général de ceux qui font fortune en vendant des médicaments. Alors là, ils sont tous contre Trump. Et le coût des assurances médicales, il y avait certains États qui disaient pas question d'utiliser cette assurance médicale chez nous, mais vous pouvez utiliser cette autre. Il dit pas question, il faut ouvrir totalement pour toutes les assurances médicales dans tous les États. Éducation, je l'ai indiqué, offrir le choix des pathétiques. Ah, et enseigner le civisme. Le problème actuellement, et j'ai vu certains, j'ai été un petit conseil d'un lycée ici local, et j'ai été époustouflé de voir un petit peu ce qu'on enseignait parfois. Et là, ça se reflète sur les jeunes. Les jeunes n'ont aucune idée du civisme et du respect que l'on doit porter aux organisations, et notamment à la police. Bon, il veut continuer à nettoyer le marais, c'est-à-dire, il aimerait qu'il y ait un terme au président du Congrès. C'est-à-dire, vous êtes élu, réélu, réélu, vous ne saurez pas exactement ce qui se passe dans la région dont vous êtes responsable. Défendre la police. Il voudrait réviser les sanctions pénales. J'en ai parlé avant, c'est-à-dire que la loi de criminalité de Joe Biden a été extrêmement sévère et n'est pas correcte. Que je vous dis tout de suite, défendre la police. Un des buts actuellement, malheureusement, des démocrates. Mais alors, il faut prendre une différence. Quand j'étais jeune, j'étais démocrate. Euh, et disons que dernièrement, pas mal de démocrates qui ont changé de parti parce que les démocrates ont une tendance, une poussée énorme vers la gauche. Et je parle énorme, c'est-à-dire que un de leurs mots, c'était defund the police, c'est-à-dire débudgéter la police. Et il y a des gouverneurs d'État ayant cette tendance ont diminué de façon conséquente le budget de la police. Que ce soit à New York, et à New York, pour vous indiquer, les derniers mois, où les budgets ont été coupés, et énormément de policiers ont été mis à la porte, il y a une augmentation de crimes de 80%. Vous allez à Minneapolis, exactement, une augmentation énorme de criminalité. Ensuite, contrôle de l'immigration. Il voudrait fermer l'immigration, mais pour deux raisons vraiment. La raison, d'une part, c'est pour protéger la main-d'œuvre américaine. Je peux dire, par exemple, ici à Houston, euh, la plupart des gens qui vous s'occupent de votre jardin ou de votre piscine, si vous en avez, ce sont des immigrés. Des immigrés, disons, hispaniques. Et je dirais que à peu près 50% ou plus sont des immigrants, mais qui sont illégaux. Alors évidemment, il y a pas mal de gens qui les utilisent parce qu'il faut leur donner un salaire vraiment minimum. Alors que certains Américains aimeraient faire un même travail. J'en sais, ouais, parce que j'ai une personne dans la famille qui aimerait faire ce travail et me dit les concurrences, c'est incroyable. Les Hispaniques qui acceptent des salaires vraiment très bas. Ensuite, bon, ben, il est intéressé, Trump, par le futur. Pour l'espace, je sais que vous avez vu dernièrement cette fusée spatiale qui doit être connectée à présent avec la station internationale.
infrastructure, le 5G, l'environnement, etc. En politique étrangère, la politique étrangère de Trump, c'est mettre d'abord l'Amérique d'abord. Ok, passons à Joe Biden. S'il te plaît, le suivant, l'agenda, Marc, Il y est, non? Enfin, merci, merci. Ok. Ok. Alors, Joe Biden a d'excellentes idées. Je ne suis pas contre, hein. Loin de là. Loin de là. Vaincre le Covid-virus, effectivement, d'accord. Relance de l'emploi de l'économie pour familles de travailleurs. Oui, disons que Trump a fait pas mal de boulot comme ça. Donner à chacun américain des soins de santé abordables. Je suis totalement d'accord avec lui. Donc, alors, vous lisez que Trump veut complètement assassiner le Obamacare, parce que c'était pas, ça n'a pas marché. Savoir qui c'est qui a raison ou non, je ne sais pas. Lutter dans l'urgence climatique. C'est un gars climatique à fond. Il voudrait à tout prix retourner vers l'accord de Paris, renforcer le personnel soignant et éducatif, d'accord, avenir énergétique. Plan pour un avenir énergétique propre. Alors ça tombe dans sa urgence climatique. Il a comme Kamala Harris et sa vice-présidente. Kamala Harris a une pression énorme de ce qu'on appelle aux États-Unis le squad. Le squad sont 4 femmes sénateurs, 2 qui sont musulmanes, et aussi qui est d'une famille très riche, vraiment une fille splendide, vraiment, mais qui est très jeune, ne semble pas avoir vécu. Et alors, il voudrait que toute énergie pétrolienne, pétrole, gaz, soit éliminée totalement. Le fracking, pas question de fracking, donc éliminer tout ce qui touche au pétrole, développer uniquement l'énergie du vent et du soleil. Que je vous donne une idée, il y avait ce commentaire disait que je vous dise quelque chose d'intéressant. On parlait dernièrement de cette production voltaïque. Que vous donner une idée, en Californie, un solar farm, c'est-à-dire une ferme solaire en Californie, qui produit 550 millions de watts, mégawatts, pardon. Et 550 mégawatts, elle occupe 4600 terrains de football. Il faut donc 4600 terrains de football pour produire 550 mégawatts. De notre côté, ça s'appelle entre parenthèses le Topaz Solar Farm. De l'autre côté, pour produire 850 mégawatts, qui est pratiquement le double, hein, avec une énergie de gaz, c'est-à-dire pétrolière, ça s'appelle Delta Energy Center, ça ne tient que 15 terrains de football, comparé à 4600. Alors il faut regarder un petit peu au point de vue énergie propre, ça a un impact aussi au point de vue climatique, parce que pour faire 4600 terrains de football, il faut couper je ne sais pas combien de milliers d'arbres, en passant. Renforcer les nations tribales, d'accord. Assurer la fabrication numérique, ça prend tout à fait d'accord aussi. Renforcer nos valeurs comme nation d'immigrants. Alors, Joe Biden voudrait que je trouve plus le mot en français, que l'Amérique soit ouverte à tout le monde, sans vraiment de contrôle important d'immigration. Alors, Trump aimerait bien une certaine immigration, mais il aimerait une immigration qui puisse se soutenir eux-mêmes. Je me rends compte, par exemple, la télé française, que vous avez pas mal d'immigrants qui vont à la soupe populaire. Ça me semble la majorité, c'est-à-dire qu'ils sont acceptés comme immigrants, ils ne sont pas capables eux-mêmes de se débrouiller tout seuls. Alors, ce que Trump voudrait, il voudrait que les immigrants soient capables
avant qu'on les accepte, de montrer qu'ils soient capables de se maintenir tout seuls. Moi-même, par exemple, quand je suis arrivé aux États-Unis, on m'a demandé de me montrer ma position financière de façon à ce que je sois capable de me maintenir en vie aux États-Unis sans me dépendre d'autre chose. Joe Biden va soutenir le militaire vétéran, d'accord. Soutenir l'éducateur étudiant, c'est magnifique. Améliorer l'équité sociale, raciale, oui, d'accord. Le problème, je vous dirais le problème qui se passe, vous avez peut-être pas entendu, mais il y a eu, avec les élections, il y a eu énormément de Noirs qui ont changé du côté démocrate et de la côté républicain. Les démocrates, généralement, considéraient les gens de couleur un petit peu secondaires, disons, comme esclaves. Les républicains, d'un côté, faisaient un petit peu pareil, je suppose. Mais du côté de Trump, Trump a essayé de les aider en donnant des bourses financières importantes à des universités noires. Alors, les Noirs s'en sont aperçus dernièrement, on dit, oh, mais c'est bien ça. C'est bien, il a bien, on va l'aider. Alors que du côté de Joe Biden, regardons un petit peu avec qui il était ami antérieurement, on se rend compte que, bon, ben, il a des amis qui étaient des membres du Ku Klux Klan, mais il sait qu'il y a des amis qui n'étaient pas vraiment acceptables. Plan de réforme du gouvernement du financement électoral, ah là, je suis totalement d'accord. Disons qu'au point de vue électoral, il y a un de choses. Attendez, autre chose. Aussi, Biden est pour l'égalité des LGBT. Alors, je suppose que vous savez ce que ça devrait dire, c'est-à-dire les pédales, les transgendres, etc. Etc. Voyons plus la suite, s'il te plaît, merci. Marc? Oui. Ok. Voyons plus la suite. Il faut que la technique suive. Hein. Ah, désolé, c'était double. Il faut que vous vous rendiez compte de ce qui s'est passé ces 4 ans. On ne s'en rend pas compte du tout en Europe. Je m'en rends compte parce que je vois la télé 2 et télé 9. Ah oui. Il y a un monsieur qui s'appelle Mark Levin, qui était un avocat, lui aussi un avocat réputé. Et la presse américaine, qui était connue auparavant pour sa liberté, a détruit sa réputation en imposant autocensure, biais par omission, propagande, en présentant des événements fictifs, des mensonges purs et simples comme information. Alors, je peux vous le dire parce que je vois ce qui se passe, je regarde d'un côté et de l'autre, du côté droit, du côté gauche. Vraiment, il y a des informations qui sont totalement omises, complètement oubliées. Je prends un exemple, notamment, il y a eu hier, samedi, il y a eu un grand mouvement des gens de Trump à Washington, et très calme, et avec des dizaines de milliers de personnes. Et lorsqu'ils sont retournés dans leur hôtel, il y a 2 organisations qui les ont tabassés. Mais je parle, on tapait sur des femmes, des enfants, etc. Ça n'apparaît pas dans les journaux, pas question. Ces 2 organisations, entre parenthèses, je vous en parle. La première organisation s'appelle Antifa. Ah, mais c'est bien ça. Antifasciste, sensationnel. On ne veut pas des fascistes. Donc, c'est une organisation qui a volé le nom pour que les gens disent, ah oui, mais antifascistes, on est totalement d'accord avec eux. Or, cette organisation, ce sont uniquement des anarchistes. Je suppose que vous en avez vu, parce que parmi les gilets jaunes, il y avait des gars qui étaient très bien, mais aussi il y avait des anarchistes. J'ai vu comment ils détruisaient les vitrines à Paris. Donc, Antifa, qui veut dire antifasciste, et normalement, d'accord, je suis d'accord, ils sont antifascistes, mais ce sont des anarchistes purs. Aussi, les Noirs ont été très surpris, mais finalement très mécontents qu'on ait pris leur nom pour donner le nom à une organisation qui s'appelle LGBT. Les LGBT, je ne trouve plus le nom maintenant. Incroyable. Donc, c'est mon médicament qui commence à jouer. C'est-à-dire, la vie des Noirs est essentielle. Évidemment qu'elle est essentielle.
LGBT. Life, euh, Black Lives Matter. exactement. Black, merci. Black Lives Matter. BL, Black Lives, BLM. Alors, je vois par exemple en Europe, je vois des gars qui font des organisations de balades et qui ont les BLM et qui aussi ont le point levé. Or, Black Lives Matter, que je vous dise, ça n'a rien à voir avec les lois, mais rien à voir avec les lois. Les Black Lives Matter, par exemple, ont accepté que des magasins noirs sont complètement détruits et ils participaient à leur destruction. La Black Lives Matter, c'est une organisation communiste. Ceux qui ont démarré cette organisation, c'était deux femmes totalement communistes, qui n'ont rien à voir avec les Noirs. Mais on peut se rendre compte de ce communisme parce que regardez un petit peu, ils lèvent leur poing. Regardez le poing, hein, ça vous dit quelque chose ce poing? Vous l'avez vu quelque part? Sûrement vous l'avez vu avec des gars qui ont semé la révolution communiste dans certains pays, notamment à Cuba. Bon, passons. Alors, c'est le problème, il faut quand même lire les journaux. Les journaux qui étaient les plus connus aux États-Unis, c'est le New York Times. Le New York Times a une réputation incroyable et a obtenu pas mal de trophées. Or, à présent, vous lisez le New York Times, ce n'est pas un organisme journalistique, c'est un organisme de propagande. Alors, regarde, qui c'est qui a ce capitaux dans le New York Times? Vous vous rendez compte qu'un des capitalistes majeurs du New York Times, c'est un multimillionnaire mexicain. Vous regardez le Washington Post, qui était aussi très réputé, le Washington Post très réputé, maintenant, qui c'est qui a la main sur le Washington Post? Le Washington Post, c'est The Bone, le gars qui a comment ça s'appelle cette organisation de vente de trophées. Donc c'est un gars qui est Amazon. Amazon, exactement. Merci de m'aider. Oui, Et alors, bon, disons que tout ce qui est Amazon et tout ce qui est médias, disons, de la radio-télévision, ils franchissent la frontière entre le reportage et l'activisme. Je peux dire qu'à présent, la plupart des reportages, évidemment, c'est en période électorale, c'est normal qu'ils soient un petit peu actifs, mais quand même, c'est vraiment poussé à l'extrême. Alors, il faut se méfier de tout ce qu'on trouve. Par exemple, quand je regarde la télé française tous les jours, le TD ou TF9, non, il n'a pas parlé des résultats je dis, encore. mais c'est pas correct, c'est pas correct. Surtout, notamment, il y a une jeune dame, je ne dirai pas son nom, mais je leur ai envoyé un message en disant, mais il faudrait qu'elle se renseigne autrement parce qu'elle reste à Washington DC et à New York et elle obtient des informations que ça fait renaître. Donc, méfiez-vous. Continuons, s'il vous plaît, merci. Ok. Ah. Sabotage. Alors, disons que avant qu'il ne soit même Ah oui, oui. reconnu comme président, Trump a été soumis à une pression incroyable de l'administration qui était implantée. Notamment, il a été surveillé par des organismes illégalement. Des chefs politiques qui ont payé les Russes pour influencer les élections. Je pourrais rentrer dans les détails, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait des gars du FBI qui étaient aussi d'accord pour vraiment saboter le président. Et il y a même des organismes britanniques d'intelligence qui ont donné l'aide pour. Donc, le président a été soumis à pas mal d'investigations, 4, et il en est ressorti, disons, sans aucune condamnation. Ensuite, je crois que vous avez indiqué que pour changer un pays, il faut s'occuper des enfants. Qu'est-ce qu'on leur enseigne? Pour moi, c'est vital. Or, il existe une organisation américaine, American Education, qui est la National Education Association, qui est une sorte de mafia, qui a orchestré un agenda pour l'école publique qui guide les éducateurs et les élèves vers une société radicale qui n'est pas une société vraiment d'humanisme, de socialisme, de sécularisme, qui donne malheureusement un échec des connaissances de base en lecture, en écriture, des valeurs civiques.
Alors ça, j'en suis vraiment récitant, parce que j'étais donc prof d'université, et j'ai eu des gars qui sont venus de l'université, qui sont vraiment totalement minables. J'ai dit, mais où qu'est-ce que vous avez appris? Je me dis, on est allé à l'école. Ah, vous allez à l'école? Ah, on a même passé l'examen pour aller à la fac. Ah bon? En fait, qui c'est qui a lu vos résultats d'examen? Alors, on me dit, ben, c'est monsieur un tel. Alors, j'ai essayé de le contacter, leur dire, mais comment allez-vous laisser rentrer à l'université alors qu'il est totalement incapable d'écrire une somme de France. Alors, je peux dire que l'éducation américaine, c'est pas difficile à voir. Vous regardez au niveau international, l'éducation américaine, au niveau de lycée et d'école primaire, est vraiment une éducation minable. Minable. Par exemple, j'étais invité à, on ne peut pas dire à la remise de prix d'un lycée américain. Et alors, on n'a jamais mentionné un cours quelconque, mais on a mentionné que c'était un champion de football, c'était un champion de tennis, c'était un champion de basketball, etc., etc., etc. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce qu'ils ont des prix pour la géographie, le civisme, la lecture? Ah, mais pas question, non, non, on n'en parle pas. Donc, c'est un problème majeur. C'est un problème à résoudre. C'est un problème important, notamment au point de vue civique. Les enfants n'ont aucune connaissance civique. C'est pas difficile. On voit pas mal d'intervieweurs qui vont dans la rue et qui posent à des enfants des questions qui sont des questions de base sur la vie politique américaine. Ils n'ont aucune idée. Ils n'ont même pas certains. Ils connaissent même pas le nom de leur président. Suivant, s'il te plaît, merci. Ah, je parle marais. Lorsque Trump a été élu, il a dit de me débarrasser du marais qui existe en politique. Alors il y a un monsieur qui s'appelle Philip Roth qui a écrit un bouquin qui s'appelle Profiles in Corruption. C'est un bouquin à lire, mais c'est un bouquin qui vous fait mal au cœur. Ce livre montre comment les élus et ceux qu'ils nomment contournent les lois éthiques en permettant à l'argent qu'ils ne peuvent pas accepter directement de leur parvenir légalement via des amis et des membres de la famille. Alors je vous ai dit donc que j'étais moi-même soudoyé une fois, je n'ai pas accepté du reste, mais c'est courant, tout à fait courant, c'est-à-dire que vous avez des organisations au Washington DC qui aident soi-disant les élus, mais qui demandent un certain paiement, qui proposent un certain paiement aux élus si les lois qu'ils proposent sont acceptées. Du côté je regarde, j'ai une information, ce bouquin montre certaines personnes qui sont sur Urban, par exemple, disent c'est bizarre, un gars qui ne gagne que 180 000 $ par mois, c'est un multimillionnaire. C'est pas tellement bizarre parce que il a plus de sa maison, l'une de 6 millions de dollars, elle a un garage pour 25 voitures et il a 10 chambres à coucher, etc., etc. Il a une autre en Delaware, bon. Mais on se rend compte que son fils, notamment, ses sœurs, ses frères, sont devenus millionnaires par contrats gouvernementaux, sans concurrence, par influence internationale des organisations mafieuses. Malheureusement, il y a eu des informations qui sont des informations écrites, c'est-à-dire solides. C'est la vérité. Elles ne sont pas publiées du tout sur les journaux, pas question d'intervenir. Kamala Harris est intéressante. C'est une femme qui est montée en puissance de façon rapide. Bon, elle est devenue la petite amie d'un vieux politicien de Californie qui était plus ou moins pourri. Bon, etc. Continuons, s'il vous plaît. Marc. Voyons les procédures électorales. Alors, avant la présence du virus, les élections sont faites après inscription de l'électeur sur une liste électorale et le jour du vote, par personne, en prouvant son identité et sa signature, on rentre les informations dans le système électronique, dans des contraintes d'heure prescrites, c'est-à-dire c'est ouvert de telle heure à telle heure. Mais ce n'est pas tellement dans tous les États. Il y a certains États où on dit, ouais, pas question de montrer son identité. Il suffit de dire qu'on est monsieur un tel ou madame un tel, et ça peut passer. Au point de vue enregistrement électronique, les États ont à choisir des systèmes électroniques.
Il y en a plusieurs. Il y en a un qui s'appelle le Dominium, il y en a un autre qui s'appelle Superfast Boat, je crois. Avant que je regarde, non, en fait. Alors, ce sont des systèmes dont l'algorithme a été pondu par des IT, des spécialistes IT, et évidemment, on peut introduire ce qu'on veut, notamment dans l'État du Texas, Dominium, ce système électronique a été repoussé pour étant un système qui est trop vulnérable à être attaqué, non seulement par des politiciens étrangers, mais aussi par des personnes, disons, américaines qui peuvent s'introduire et modifier. Il y a eu des choses intéressantes qui sont passées dernièrement au cours de l'élection actuelle, en plein milieu de la nuit. Il y a des gars qui ont changé un programme de Dominium dans un état donné. Ensuite, il y a un professeur d'une université réputée, professeur d'information en technologie, qui a dit, vous savez, vous me donnez 7 minutes, en 7 minutes, moi je peux changer complètement l'algorithme de certains de ce système électronique et lui faire dire ce qu'il veut. Voyons, alors, regardons un petit peu ce qui se passe lorsque il y a le virus. En la présence du virus, donc chaque État a ses propres règles qui varient énormément, mais énormément, depuis le vote comme d'habitude jusqu'à la distribution de courriers, de bulletins de vote à des électeurs qui sont plus ou moins en vie ou localisés. Alors c'est basé sur la liste électorale qu'ils ont en main. Alors si vous mourrez, généralement vous n'informez personne en politique, donc vous restez sur les listes électorales. Si vous déménagez, ce qui est le cas de 10% des Américains qui déménagent en permanence, vous apparaissez toujours sur cette liste électorale. Et lorsque vous rendez à notre endroit, vous vous inscrivez sur notre liste électorale, ce qui fait que vous pouvez recevoir deux bulletins de vote. Le bulletin de vote, le bulletin de vote, une fois rempli, il faudra faire une deuxième. on espère qu'il est rempli par les lecteurs, mais si c'est rempli par n'importe qui, il est signé, disons par n'importe qui. Je vous signale que ces machines électroniques peuvent vérifier la signature aussi. Mais là, on peut ajuster la précision de similitude de 0 à 100%. À 100%, ça rejetterait totalement une petite différence de signature, hop, à la poubelle. Alors on dit, c'est pas acceptable, quoi. On ne signe pas exactement de la même façon tout le temps. Donc, il y a certains États qui auraient dû ça jusqu'à 40-50%. Alors évidemment, ça accepte les signatures qui ne sont pas totalement valables. Donc, ces bulletins peuvent arriver à n'importe quelle heure. Maintenant, la procédure de certification. Ah, ça c'est très restreignant par décret de la Constitution. Alors, on croit qu'une fois le vote passé, au point de vue national, les gars sont élus. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Alors, c'est intéressant parce que les médias immédiatement disent, hop, ça y est, le vote est pour Biden. Le Biden, ça y est, c'est le président. Pas encore. Il peut l'être, c'est possible. Peut-être bien, peut-être mal, je ne sais pas. Mais les procédures judiciaires de ratification sont admises et traitées jusqu'au plus haut niveau de la Cour suprême avant le 8 décembre 220. Entre parenthèses, il y a les journaux qui disent, oui, pas question, il n'y a aucune validité sur la fausseté de l'élection n'a pas été reconnue. Elle a été tellement bien reconnue qu'à présent, il y a actuellement, je peux vous dire, le nombre de procès, il y en a exactement 923 affidavits de fraude. Un affidavit de fraude, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui, devant un juge, dit j'ai vu la fraude et voici comment elle est arrivée. C'est soumis à la justice, il y a 223. Alors ça devait être épuré jusqu'au 8 décembre, il n'y a pratiquement pas beaucoup de temps. Alors, le 8 décembre, normalement, chaque État doit présenter ses résultats certifiés par la justice. À ce moment-là, c'est pas encore fini, c'est pas parce que c'est certifié que normalement le résultat démocratique a été accepté. Il y a les grands électeurs. Les grands électeurs doivent voter le 14 décembre pour attester du vote final. Donc on peut dire, jusqu'au 14 décembre,
il n'y a comme président des États-Unis que Trump pour le moment. Et le 14 décembre, c'est possible que ce soit Joe Biden. Aucun problème. On me dit, ah oui, mais M. Trump est un gars crétin, c'est un gars qui va résister, etc. Je crois bien le connaître. Hein. Comme je vous ai dit, je connais sa formation, disons, chrétienne. C'est pas un gars qui va dire, il a été élu, ok, d'accord, parfait pour Joe Biden. Et sans nul doute va l'aider. Mais il y a des problèmes. Il faut que les résultats soient certifiés le 8 décembre. Le 8 décembre, certains États disent on n'arrive pas à certifier. On a encore des problèmes, disons, le décompte n'est pas correct, il faut à tout prix, il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne marche pas. Alors à ce moment, les représentants d'État du Congrès fédéral doivent voter. Et chaque État a un seul vote pour le choix de l'élu. Vous voyez, c'est assez compliqué. C'est disons, au point de vue élection, c'est pas comme en France, comme l'élection démocratique, vous voyez, c'est le président. Il faut avoir compte qu'on a 50 États qui ont des vues parfois totalement différentes. Vous regardez un État du centre des États-Unis, quand vous parlez avec un État de l'Est des États-Unis, ils ont des vues totalement opposées, qui sont bonnes ou mauvaises, certaines qui sont les mêmes, mais enfin qui ne sont pas nécessairement en phase. Passons, continuons. Alors, vous avez indiqué certaines. Ça, j'ai écrit ça il y a déjà pas mal de temps. C'était il y a quelques jours de ça. Il existe un bouquin qui s'appelle The Election Heist, c'est-à-dire le braquage électoral. Le braquage électoral. Et voilà ce qu'il dit dans son bouquin. Il dit l'élection américaine hein, est un jeu de poker de niveau extrême, dans un environnement politique très tendu où des agents talentueux et mafieux trichent. Ce qui est intéressant à savoir, je parlais de ces systèmes d'information, systèmes d'ordinateurs qui peuvent être truqués. Ça a été réalisé il y a déjà quelques années. Depuis 2019, il y a pas mal de démocrates et aussi de républicains qui ont dit mais il faut se méfier de ces systèmes d'ordinateurs. Ils peuvent être truqués, ils ne sont pas valables, il faut faire quelque chose à leur sujet. Mais rien n'a été fait. Il faut à tout prix que ça change. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qui sont ces gens qui ont fabriqué ces algorithmes d'ordinateur. On se rend compte, par exemple, que pour le condominium, un Vénézuélien était un des gars des programmateurs principaux. Pour j'essaie de trouver l'autre nom, on se rend compte que Pelosi fait partie du bureau. Donc, il faut se méfier de cette triche possible. Wisconsin, dès le début, ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup plus d'électeurs qui ont voté, qui étaient enregistrés sur les listes électorales. Au Michigan, il y a eu 6 000 votes qui ont changé sur l'heure de logiciel. Certains électeurs décédés ont voté, ça a été reçu après la fermeture officielle. Alors, il y a eu des demandes à certains États qui ont dit oh, mais à 8 heures du temps, on ne peut pas fermer, on n'a pas fini de compter, il faudrait qu'on accepte les voix qui nous arrivent, même jusqu'au lendemain. Donc, on dit bon, mais écoutez, 2 ou 3 jours de plus, d'accord, allez-y. Alors, à ce moment-là, sont arrivés des bulletins bizarres. Ce qui est de plus surprenant pour moi, je me rappelle en France, ma tante, je vous ai dit, qui était très orientée politiquement, et qui était qui faisait partie de la libération des Juifs vers l'Espagne au moment de l'invasion nazie, m'a mené au bureau de poste français, alors que j'étais tout jeune, je devais avoir 13 à 14 ans, pour regarder le dépouillement des élections et vérifier effectivement si c'était correctement. C'est-à-dire que les yeux dessus des gens qui comptaient. Ça m'est arrivé par la suite d'aller au consulat français, ici à Houston, et d'être un des gars qui acceptait les votes comme étant corrects ou non, regarder comment les gens votaient, assister au comptage, etc. Il y avait le nez sur les gens. Or, en Philadelphie, les États ont été interdits d'examiner le dépouillement, mais quand je dis interdit, ils devaient être à plus d'une dizaine de mètres. Comment une dizaine de mètres, vous pouvez voir ce qui se passe
sur un bulletin et voir si la signature est correcte ou non. Et même les observateurs internationaux n'ont pas été autorisés. Ce qui est bizarre, il y a à un certain moment de la nuit, à 4 heures du matin, il y a certains endroits où il y avait des dépouillements qui ont été fermés. Ils ont dit c'est fini, on compte plus, c'est fini. Or, les observateurs ont été mis à la porte et après 4 heures du matin, ils ont rouvert le dépouillement et il y a de nouveaux bulletins de vote qui ont apparu, notamment 23 000 bulletins de vote reçus par la poste à un moment donné. Donc, si on regarde les statistiques, il y a des trucs bizarres. Je peux vous dire exactement ce qui se passe, si ça vous intéresse. J'ai envoyé une photo statistique, je peux peut-être vous la montrer. Je ne sais pas si vous allez voir. René, je pourrais la montrer tout à l'heure, peut-être. Ok, aucun problème. Laissez passer. À Détroit aussi, les observateurs non seulement ont été chassés, mais ils sont restés dehors pour regarder par les carreaux. Ils ont mis du carton sur les vitres. Incroyable, c'est vraiment incroyable. Et le Las Vegas, ils ont été plus doués, ils ont dit, on ne peut pas garantir en vote, ça magouillage. Dans l'Atlanta, j'ai indiqué les observateurs de renvoyer le dépouillement de poursuite dans eux. En Philadelphie, 21 000 électeurs décédés sur les listes électorales. En Arizona, ils ont donné un charpie. Un charpie, c'est un petit feutre. Et le feutre, l'information ne peut être pas lue par l'ordinateur. L'ordinateur qui regarde les signatures ne peut pas tellement regarder les signatures faites avec feutre. Et comme j'ai indiqué, les électeurs ayant changé d'adresse peuvent voter facilement 2 fois. Donc vraiment, l'élection présidentielle actuelle aux États-Unis, qui est reconnue du reste par les démocrates aussi, comme par les républicains, c'est totalement pourri, on ne peut pas tellement s'y fier. Alors évidemment, si la tendance va vers son côté, on ne va rien dire. Si au contraire, si elle est opposée, on va clamer qu'il y a magouillage. Ok, voyons le suivant. Ah, c'est un de mes neveux qui m'a envoyé ça de France, j'ai trouvé ça très bien. On regarde, voilà 2 personnes, une qui regarde d'un côté, une qui regarde de l'autre. Il y en a qui dit, il y en a 4, il n'y a pas de doute. Il y en a un autre qui dit, il n'y en a que 3, il n'y a pas de doute. Alors, il faut regarder au point de vue politique américain. Lorsqu'on regarde du côté démocrate, on le voit d'une certaine façon. Lorsqu'on regarde du côté républicain, on le voit d'une autre façon. Alors, évidemment, là, chacun tendance à se chamailler. Moi, je peux vous dire que de toute façon, celui qui sera élu, ce sera mon président. Alors voilà, par exemple, une information statistique qui a été pour le Wisconsin, pour l'État du Wisconsin. On peut voir que au cours du dépouillement, alors c'est un gars qui a cumulé tous les résultats instantanément. Jusqu'à 4 heures du matin, vous voyez en bas, vous avez les heures, il y a minuit. Après minuit, les votes disons, républicains, rouges, étaient un petit peu supérieurs aux votes démocrates. Et à 4 heures du matin, à Wisconsin, quand ils ont fermé les portes, tout d'un coup est apparue une pointe incroyable qui était toute sans exception. Elle n'a pas eu d'exception, elle était toute probable. C'est bizarre. C'est possible, effectivement, mais enfin, c'est bizarre. Alors, j'ai eu notre cours pour le Michigan. Je ne l'ai pas envoyé. J'avais une autre cours aussi au niveau national. Au niveau national, tout allait bien jusqu'à les 4 heures du matin. À 4 heures du matin, il y a une pointe incroyable qui a dépassé les républicains et qui a donc déplacé Trump et Biden après le dessus. C'est pour ça qu'il y a tous ces problèmes, disons, judiciaires, qui sont en cours. Donc, on ne reconnaît pas pour le moment aux États-Unis un président élu. Le seul président qu'on a pour le moment, c'est Trump, jusqu'au 18 décembre, non, 14 décembre. 14 décembre. Le 14 décembre, on verra qui est élu. Et si c'est le Joe Biden, ben, ça va, tout va bien. Ce sera un président frauduleux pour l'aider.
Ce qui n'a pas été le cas du reste de Paul Trump, parce que lorsqu'il a été président, tout le contraire, tout le monde s'est mis contre lui, vraiment, a voulu à tout prix le foutre à la porte, mais sur des raisons qui étaient totalement idiotes. Ce qui me fait mal au cœur, c'est de voir que des politiciens qui sont, se disant intelligents, peuvent mentir face à face, se dire des mensonges incroyables, sachant très bien qu'ils sont des mensonges, mais ne le font pas apparaître sur leur face. À mon avis, je suis d'une famille d'éthique très demandante, et quand je vois ça, ça me fait mal au cœur de voir qu'il y a des humains qui sont capables de faire une chose pareille. Oui, c'est vrai, c'est triste. Je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez. Que je vous dise quelque chose. Cependant, une question importante, dans quelques minutes, il va falloir partir parce que ma femme, je dois la mener à l'hôpital. Elle a un problème, disons, cancéreux, qui est bénin pour le moment, et on doit faire une investigation chirurgicale aujourd'hui pour voir si c'est pas plus profond. Alors évidemment, c'est moi qui dois la mener à l'hôpital, et je dois la quitter, je dois la mener dans quelques minutes. Alors, si je vous laisse C'est dommage. pas parce que je veux éviter vos questions. En tout cas, avant d'aller plus loin, un grand merci, hein, parce que avec ton état grippal, tes soucis de famille, là, tu nous as quand même donné une présentation très détaillée. J'ai quelques questions rapides, là, allez-y. Hein. Mais justement, je suis très étonné. D'abord, je remercie René Chapelle. C'était vraiment très, très intéressant. On a appris énormément de choses. Mais je suis très, très étonné qu'on puisse comparer la grande démocratie américaine à la Corse de 1920 où on faisait voter les morts. Donc, voilà. Ouais. Oui, c'est exactement ce que disent les grands politiciens américains. C'est quand même incroyable que nous, on envoie on envoie des gars dans des pays étrangers pour vérifier que l'élection est correcte, alors qu'aux États-Unis eux-mêmes, on est comme un pays de troisième classe. Hein. On n'est pas capable de mener une élection correcte. Et c'est intéressant parce que même les deux partis, démocrates et républicains, sont tous d'accord que la façon l'élection américaine est une question actuellement pourrie. Il faut à tout prix le changer. Je reprends la parole. Non, il n'y a que 4 minutes. Oui. Là, dans le calendrier de l'élection, le 7 ou le 3 novembre, on vote. Le 8 décembre, il y a la fin des procédures judiciaires. Le 14 décembre, il y a le vote par les grands électeurs. Les États. Le 6 janvier, il y a le nom du président qui est proclamé et l'investiture officielle et le début du mandat, c'est le 20 janvier. Ce délai, je le trouve, de 3 mois, je le trouve énorme. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 3 mois? Le président sortant, il a le droit de tout faire. Non, disons on peut sortir élégamment, on peut sortir de façon mafieuse. Que je vous dise que lorsque Trump a pris la direction présidentielle, il a trouvé des ordinateurs à la Maison-Blanche qui avaient été plus ou moins magouillés, défacés, informations enlevées, etc. Je suis sûr, connaissant Trump comme je le connais, de caractère, qu'il va donner un transfert parfaitement honnête et va aider parfaitement Biden. Ça, je peux mettre ma main au feu, j'en suis 100% sûr. Non, je ne vais pas me brûler du tout, j'en suis sûr. J'en suis sûr parce qu'il a la même information que j'ai eue. C'est une formation, disons, protestante presbytérienne qui est très demandante au point de vue éthique. Hein. C'est très demandante. Par exemple, je ne pouvais pas boire, je ne pouvais pas fumer, je ne pouvais pas jouer aux cartes, etc. C'était vraiment, l'éthique était vitale. Et pour lui, il a hérité par sa mère, de la même éducation, je suis sûr. On considère que c'est un narcissiste, oui, d'accord, qui ne l'est pas, après tout. Hein. Je suis sûr que chacun de vous dit, moi, j'ai fait des choses incroyables dans ma vie et je devrais être félicité. C'est normal. Mais il ne veut pas à l'extrême. On l'a traité d'hyper, parce qu'il a dit, ah oui, vous orientez pour une politique nationale tout à fait comme Hitler. C'est vraiment inconcevable qu'on puisse le comparer à Hitler. Inconcevable.
Je suis en train de lire, entre parenthèses, un bouquin, euh, qui est sur les camps de concentration. C'est vraiment émouvant. Autre question. Oui, effectivement, État américain, je suis français, mais alors, je suis français de cœur, je suis français aussi, je suis méridional, ni-moi de cœur aussi, pour les ni-moi, mais je suis américain d'adoption et j'essaie de voir ce qu'il y a de bien ou de mal en Amérique. Il y a beaucoup de bien, mais il y a pas mal de mal, mais comme en France, je suppose. Mais René, comment se fait-il qu'avec toutes les personnes étaient armées et que pendant les manifestations, les fusils n'ont pas éclaté? Ça n'a pas pété. Moi, je m'attendais à un massacre. C'est une remarque excellente. Ce n'est pas parce que vous êtes armé que vous devez vous en servir. Et alors, il s'avère que les gens de Trump, oui, pour la plupart, sont armés, mais sont armés pour éviter une invasion fasciste, vraiment. Et samedi, il y avait des centaines de milliers, il fallait voir ça sur la télé, évidemment, ça n'a pas paru sur les médias, mais je l'ai vu à la télévision américaine, sur certaines télévisions. Et alors, il y en avait pas mal qui étaient armés, mais ils ne le montraient pas. Mais lorsqu'ils ont quitté l'organisation pour se rendre dans leur hôtel, ils ont été massacrés par des organisations LGBT, non pas LGBT, mais merci. Et les antifas. Donc, non, disons que moi, je suis allé à certaines réunions, disons, d'un côté et de l'autre, parce que j'ai des voisins qui sont démocrates, des voisins qui sont républicains, j'essaie de donner l'information d'un côté et de l'autre. J'ai vu des gars du côté républicain qui ne sont pas du tout brutals, du tout. C'est la dernière chose qu'ils aimeraient faire, c'est être brutal. Par contre, les antifas et les Black Lives Matter. Black Lives Matter, c'est incroyable. Les Black Lives Matter sont tout à fait violents parce qu'ils n'ont rien à voir avec les antifascistes, ils n'ont rien à voir avec les Noirs. Alors là, ils sont très violents. Hein. Je peux dire que c'est une violence extrême. À la matraque, vous voyez par exemple, hier, je regardais des gars qui retournaient à leur hôtel, un vieux monsieur qui a été matraqué, il avait le nez en sang, il était à moitié mort par terre, une dame qui a reçu un coup de matraque sur la tête par derrière, qui l'a complètement assommé, vraiment inconsolable. Donc il y a définitivement des gens antifa. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les démocrates, certains gouverneurs démocrates, n'ont pas essayé d'éviter ce chaos qui s'est produit dans leur ville. Parce qu'ils ont dit, plus de chaos il y a, plus on peut dire c'est la faute de Trump. Il n'est pas capable de rétablir de rétablir la paix. Or, ça n'a rien à voir, c'était du côté gouvernemental. Lorsque Trump leur a dit, mais je viens à votre aide pour rétablir l'ordre, ils ont dit, non, on ne vous veut pas question, on s'occupe. Alors, on rejetait toujours sur Trump les faiblesses de certains gouverneurs d'État. Mais non, je ne crois pas que parce que les gens, Trump sont armés, veulent s'en servir. Il y aura un passage, je vous assure que ce sera un passage aisé entre Trump et Biden s'il est élu, et ce sera un passage positif. Mais il faut se méfier parce que je ne vous ai pas dit la suite des informations. Pelosi est la présidente des représentants au Congrès fédéral. Et dernièrement, il y a quelques mois de ça, elle a dit, regardez l'amendement 23, je crois que c'est le 23 ou le 24, je ne me rappelle plus exactement. Cet amendement dit on peut se débarrasser facilement d'un président s'il est incapable de produire et de continuer son action. C'est un problème médical ou même neurologique. Et je me demande pourquoi elle a dit ça il y a quelque temps, juste avant les élections. Pour ça, pourquoi aussi Biden a été élu par les démocrates alors qu'il y avait des gars qui avaient bien plus de poids que Biden. Il y avait notamment un gars qui s'appelait Bernie Sanders. Bernie Sanders, c'était un gars qui avait une plateforme déjà bien définie. C'était un gars qui était
en pleine vigueur de l'âge, et vraiment pourquoi il n'a pas été celui élu par les démocrates pour être comme président. Mais alors, j'ai dit, c'est bizarre, ça, qu'est-ce qui se passe avec Biden? Moi, j'ai beaucoup de convivialité avec Biden. J'ai mal pour lui, parce qu'il a des problèmes de santé que personne ne lui veut. Et c'est dommage, parce qu'il a été opéré 2 fois du cerveau. Bon, mais ça peut arriver à n'importe qui. Et ensuite, comme Trump était reconnu, on a dit, Trump c'est un idiot, c'est un crétin, il comprend rien. Alors, Trump a dit, d'accord, je vais prendre un test cognitif, et Joe Biden va prendre un test cognitif. Alors, je crois qu'ils veulent se débarrasser de Biden pour que Kamala Harris prenne le pouvoir, et Kamala Harris est tout à fait sous l'égide de Bernie Sanders et de Squad. C'est tout à fait à gauche. Vous avez une idée, Bernie Sanders a passé sa ligne de miel à Moscou. Dites-moi, il y a un coup de fil qui m'appelle, c'est peut-être mon épouse qui m'appelle, on doit aller à l'hôpital. Alors, je suis obligé de vous quitter, vous m'excuserez. Merci à vous, René. Merci Au revoir. bien. Merci bien. Merci, Bravo. 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 Vous avez vu le boulot qu'il a fait? Bon, non, mais il faut le remercier de toute façon. Oui, il a fait du boulot. Bravo et merci. Merci, ok. Merci. Santé, meilleure santé. Merci. Et que la vérité l'emporte. Exactement. Et à chacun sa vérité.